vocabulaire, parce que c'est justement pour clarifier les choses. Dans la presse, vous voyez souvent des articles sur indifféremment qui s'appellent sur les mal logés, les sans-logis, la précarité, la pauvreté, la grande exclusion. En fait, tout ça, ça recouvre des réalités qui sont différentes. Donc, ce dont on parle ce soir et ce dont s'occupe le SAMU social, c'est vraiment le cercle le plus étroit qui est celui des sans-abri. Et pour donner une définition un peu basique, mais qui fonctionne quand même, ce sont les gens qui passent systématiquement la nuit soit à l'extérieur, c'est-à-dire dans la rue, soit dans un centre d'hébergement d'urgence. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment la population, en grande majorité d'hommes, 80% d'hommes, de personnes qui sont complètement isolées, désocialisées et qui sont en situation d'errance urbaine. Ça, c'est un mot très important. L'idée d'errance urbaine, c'est vraiment quelque chose qui caractérise la grande exclusion. Et alors, bien entendu, entre les différents espaces, entre la précarité, la grande pauvreté, etc., sont des mondes qui sont un peu poreux. C'est-à-dire que quand on est en situation de grande précarité, de grande pauvreté, évidemment, les risques de basculer dans la grande exclusion et dans l'errance sont plus grands, mais ce n'est pas forcément systématique. Il n'y a pas une pente directe entre la pauvreté matérielle, la précarité, la perte d'emploi et la vie dans la rue. C'est vraiment un contresens de penser que les choses s'enchaînent automatiquement. Elles peuvent s'enchaîner, mais ça n'est pas systématique. Et ce qu'il faut retenir aussi, qui est très important, c'est que la vie dans la rue, enfin les gens qui vivent longtemps, quelques mois, quelques années dans la rue, on peut considérer, ça c'est vraiment l'expertise du SAMU social, qu'ils sont victimes d'une sorte de syndrome, c'est-à-dire un syndrome de désocialisation. Ils cumulent un certain nombre de symptômes, de caractéristiques, et ces caractéristiques forment ce qu'on appelle un syndrome, on pourrait dire le syndrome de désocialisation. Il y a un anthropologue qui est vraiment qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, qui s'appelle Patrick Declercq, et c'est lui qui a le premier imposé cette idée de syndrome, et je la trouve très juste. Est-ce que ce serait possible de couper derrière les images? Alors, il y a autre chose. En fait, je vais essayer de vous dire, comme le temps est compté, de vous dire les choses qui sont vraiment les plus étonnantes pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout cet univers, qui n'a absolument aucune connaissance particulière de cet univers de la vie sans abri. En fait, on ne devient pas forcément désocialisé, on ne bascule pas dans la rue totalement par hasard. C'est-à-dire que il y a un certain nombre de facteurs de risque qui peuvent rendre plus probable cette chute, cet enfermement dehors. Et parmi les facteurs de risque que les professionnels du SAMU social ou d'autres professionnels ont identifiés, il y a vraiment une enfance, en général, des points de traumatisme dans l'enfance. C'est-à-dire une enfance chaotique, une enfance qui, pour des raisons diverses, ne va pas se passer de manière harmonieuse, et une enfance qui ne permet pas de construire une personnalité solide avec des points de recours en cas de pépins au cours de la vie. Et alors on le voit, je prends justement quelques exemples dans le livre qui sont tirés de ces rencontres. Il y a quelques-uns des personnes dont le portrait se trouve dans le livre qui ont vécu des enfances complètement catastrophiques. Tous n'ont pas raconté leur enfance, mais il y a notamment un monsieur qui s'appelle Stanislav, qui est là sur la photo, qui est carrément né dans un camp du goulag. Donc il avait une maman qui était au goulag, donc il est né à la Vorkuta. Donc, vous pouvez déjà imaginer que c'est un démarrage de vie qui est quand même complexe. Et en fait, ces traumatismes de l'enfance, ou cette enfance qui démarre de travers, crée une fragilité dans la personnalité. Et cette fragilité ajoutée à un événement négatif, une perte de travail, un divorce, un conflit familial grave, ce cumul des deux facteurs, c'est vraiment ce cumul qui peut faire basculer dans la grande exclusion et dans la vie d'errance urbaine. Mais le point, à l'inverse, le point positif qui normalement sert de filet de sécurité pour chacun d'entre nous, c'est le filet de sécurité familial ou le filet amical, familial, professionnel. Normalement, on s'insère dans une série de réseaux de solidarité. Pour les uns, c'est plutôt le réseau amical, pour d'autres, le réseau professionnel. En tout cas, on a des filets de sécurité autour de nous qui font que quand il y a un pépin, on sait vraiment, dans le pire des cas, où on va se tourner. Si
pour des raisons diverses qui viennent de l'enfance ou de l'événement négatif, on est privé de ce filet de sécurité, c'est là qu'on est vraiment face au risque d'abandon et d'errance. Un autre point important avant d'entrer dans des choses plus précises, c'est que c'est un phénomène caractéristique des grandes villes. C'est-à-dire que si on a plus aujourd'hui, si on est plus confronté à des gens qui sont en errance urbaine, c'est parce qu'on est maintenant dans un mouvement d'urbanisation massif. Je ne sais plus quelles sont les statistiques, mais il y a quelque chose comme dans 10 ans, 15 ans, il y a la moitié de la population mondiale qui vivra en ville. Évidemment, il y a 50 ans, ce n'était pas du tout cette proportion. La proportion était plutôt d'un tiers de personnes qui vivaient en ville en 1950 et 2 tiers qui étaient dans des modes de vie plus communautaires. Et la ville, vous le voyez puisque vous vivez vous-même en ville, elle est c'est quand même un lieu où on doit quand même se débrouiller tout seul. En tout cas, on doit assimiler un certain nombre de règles de fonctionnement qui sont écrites. On doit s'insérer dans des structures qui ne nous reconnaissent pas, mais on doit trouver le moyen de s'insérer, alors que dans une structure plus communautaire, dans un village, normalement on est connu de tous, et même si on n'a pas les aptitudes, les capacités de s'insérer, finalement la communauté nous retient, qu'on le veuille ou non. Et j'ajoute aussi sur la ville qu'il y a en plus une sorte d'injonction non écrite de se débrouiller tout seul, c'est-à-dire que devoir se tourner vers des tiers pour demander de l'aide, c'est déjà un échec. Ça veut déjà dire qu'on n'a pas réussi à se débrouiller tout seul en ville. Donc c'est déjà quelque chose qu'on va essayer d'éviter. Alors la question qu'on se pose aussi, c'est que faire quand on croise quelqu'un dans la rue, on voit tout de suite, on reconnaît tout de suite quelqu'un qui est à l'abandon. Il y a des petits signes qui montrent tout de suite à l'évidence qu'on est face à quelqu'un qui est en détresse grave. Et je ne sais pas quelle est votre réaction à vous, mais bon, jusqu'à une date récente, jusqu'à être vraiment formée dans cet univers, c'était genre un mélange de malaise, d'incompréhension, se dire bon, je devrais faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi faire. Si je m'approche, si je donne 50 roubles, c'est un peu minable, je ne fais rien. Finalement, je laisse la personne, je me dédouane un peu ma conscience, mais je ne fais rien. Donc on est vraiment très démunis, à moins d'être un peu formé, on est très démunis face à quelqu'un qui est dans la rue, et j'ai envie de dire qu'il faut pas être, que c'est normal d'être démuni, parce que les situations des personnes très désocialisées sont complexes, et en fait c'est difficile d'intervenir. Et un des adages du SAMU social, c'est que pour des grands exclus, des personnes très désocialisées, il faut de grands professionnels. C'est-à-dire on ne s'improvise pas aidant social. Déjà, c'est un métier, c'est d'ailleurs en général un métier qui est plutôt dans la sphère médicale ou psychologique. On a plus besoin d'un aidant qui soit médecin, infirmier, travailleur social ou psychologue. Et c'est une intervention qui est complexe. Donc ne vous culpabilisez pas si là en sortant vous voyez, là il y a une dame à côté du métro sur Minoscaï qui s'appelle Galia, si vous passez à côté d'elle et que vous ne savez pas quoi dire, ne vous sentez pas mal, c'est normal, c'est compliqué. En fait, l'idée de base, je me dis, si on doit résumer vraiment en quelques mots, c'est que cette vie dans la rue, en fait, on ne devrait pas dire vie dans la rue, on devrait dire survie dans la rue. Parce que c'est vraiment une forme de survie radicale, c'est une sorte d'expérience de survie extrême. Et c'est un univers qui est tellement anormal pour une personne, pour un être humain, qu'elle abîme assez durablement le psychisme, elle fragilise le corps et elle modifie aussi la façon dont les personnes réagissent et dont les personnes vont finalement conduire leur quotidien. Et en fait, on a un mot dans le jargon aussi, SAMU social, qui je trouve résume très bien cette idée, c'est que pour vivre dans la rue, il faut développer des capacités, des réflexes, des aptitudes qui sont, par exemple, un peu de la violence, pour être sûr d'avoir un espace où on est respecté, où on n'est pas bousculé, des ruses ou des choses pour trouver de la nourriture, pour se réchauffer. Donc on est obligé de développer un certain nombre d'aptitudes qui, en fait, désadaptent de la vie normale. Et plus on arrive à survivre dans la rue, un jour, 2 jours, 2 semaines, 1 mois, 2 ans, plus on a réussi à cette adaptation à la rue, plus on est devenu inadapté à la vie normale.
C'est-à-dire que la survie va déjà demander beaucoup d'énergie et va empêcher le retour en arrière. C'est comme si la porte se refermait dehors, et plus on a avancé, plus on a réussi à tenir à peu près un jour après l'autre, plus on s'est enfermé soi-même dehors. Et on résume cette idée qui est un petit peu contre-intuitive, on la résume par la formule de la suradaptation paradoxale. Parce qu'on s'adapte vraiment beaucoup, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie de survivre, et en même temps, le paradoxe, c'est qu'on s'est adapté, mais on s'est désadapté, et on a fermé la porte du chemin en arrière. J'aimerais bien prendre quelques instants pour vous dire de quelle manière cette suradaptation modifie des façons de fonctionner que vous pensez, que moi je pensais aussi jusqu'à une date récente, comme des acquis de notre vie. Finalement, dans notre vie, on fonctionne avec des... Dans le jargon, je suis désolée aussi, c'est notre vocabulaire social, mais il est important pour vous transmettre cette expertise. On fonctionne avec des codes, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de codes de vie qui nous maintiennent ou sur lesquels on s'appuie. Il y a les codes du temps, comment on organise notre journée, comment on pense le temps, comment on gère le temps. Il y a le code de l'espace, comment on se tient les uns à côté des autres, quelle distance on organise autour de soi, comment on s'approche des autres, ça c'est un code de l'espace. Il y a le code, le mot n'est pas très heureux, mais c'est pas grave, le code du corps. Quelle est la relation qu'on a à son propre corps, c'est quand même notre présence, c'est notre corps, mais il y a une relation entre le psychisme et le corps. Et le dernier code, la dernière série d'acquis, c'est les relations autrui, comment on se dit bonjour, comment on se comporte les uns avec les autres. Donc je vais revenir sur chacun de ces codes et je vais vous montrer de quelle manière la vie dans la rue modifie, j'ai même envie de dire, détruit chacun de ces codes et comment on peut les perdre alors qu'on imagine qu'ils sont acquis pour toujours. Et je vais aussi vous dire de quelle manière cette compréhension modifie la façon dont on doit s'approcher de quelqu'un qui est dans la rue. J'ai commencé par le code du temps. Pourquoi je commence par le temps? Parce qu'en fait, c'est le plus fragile. C'est celui qu'on perd en premier et qu'on va mettre le plus de temps à acquérir à nouveau. Vous l'avez peut-être constaté si vous avez des amis autour de vous qui sont au chômage, ou qui tout d'un coup sont dans une période d'inactivité, ou qui sont bloqués à la maison pour une raison ou une autre, ou même pendant les vacances, ben vous voyez que très vite l'organisation de la journée se distend, enfin le rythme n'est plus le même. Le temps, c'est un élément qui est un élément de tension dans notre quotidien. Et par exemple, on a tous un agenda, enfin électronique, papier. On a tous une vision un peu du temps comme un ruban, quelque chose de linéaire, avec des cases dans lesquelles on se situe. Et chaque case correspond à une activité. Par exemple, là, on est dans la case conférence du soir Courrier de Russie. On est tous, j'espère, concentrés sur cette action. Et puis, on sait que voilà, il y aura autre chose. Il y aura le retour à la maison, la nuit, un enchaînement de tâches. Et à chaque tâche, normalement, chaque tranche de temps est remplie d'une tâche. Il y a d'autres sociétés non occidentales qui ont une autre sorte de temps, mais bon, je n'entre pas là-dedans. Maintenant, imaginez-vous qu'au lieu d'avoir cette tension qui vous est donnée par votre journée, votre obligation de maîtriser le temps, imaginez-vous que ce soit le vide complet et qu'il n'y ait absolument rien, que vous soyez sur les marches du métro Turguenevskaya et évidemment il n'y a pas de conférence, il n'y a pas de dîner, il n'y a pas d'heure où on va rentrer à la maison, il n'y a aucun temps, aucun repère. Il reste quoi? Il reste l'alternance jour-nuit. C'est ça qui va rester. Et en dehors de l'alternance jour-nuit, la seule chose qui reste, c'est comme Xavier Manueli, qui est le fondateur de CM Social, qui a beaucoup apporté à tout ça, dit c'est une sorte de présent perpétuel. C'est-à-dire que c'est la même seconde qui passe et qui a le même contenu. Et il n'y aura pas une seconde ou une heure différente dans une heure. Toute la journée, potentiellement, peut être exactement le même instant. Et rien que ça, déjà ça entrouvre une petite fenêtre sur l'effet, le vertige que ça peut donner d'être toujours dans le même instant. Et je vous donne aussi un exemple récent parce que j'en parle en conférence, mais en fait il n'y a pas si longtemps je l'ai expérimenté
Moi-même, je sortais du métro, il y avait un homme visiblement sans abri, qui était entre deux portes du métro. Il faisait très froid, donc il s'était mis entre les deux portes du métro, et puis il bougeait un peu comme ça, il avait un peu comme s'il était en train d'aller quelque part. Un peu quelqu'un qui hésite, il se dit bon, je vais aller quelque part. Je me dis bon, il est en mouvement, il n'a pas l'air complètement figé, bon, je passe comme ça. Je vais faire, peu importe, une course, je reviens à peu près 1h30 après, je repasse par la même entrée du métro, il était toujours là. Et toujours avec cette espèce de balancement, de mouvement. C'est-à-dire que moi, j'avais eu le temps en 1h30, j'avais fait ce que j'avais à faire, j'avais coché un truc sur ma liste. Et lui, il avait vécu 1h30 au même endroit, un truc totalement vide. Je m'arrête là parce que je ne veux pas non plus, sinon je peux parler trop longtemps, mais c'est une conséquence très pratique sur les gens qui interviennent auprès des sans-abri. Et vous allez deviner tout de suite, c'est que si vous voyez quelqu'un et que vous voulez lui dire justement le samedi prochain, je ne sais pas, à la paroisse Saint-Louis, ou samedi prochain à la mairie, il y a telle chose, il faut que vous veniez samedi, ça n'aura aucun sens. C'est-à-dire que ce soit samedi, janvier, avril, lundi, mardi, ça ne veut plus rien dire. Il faut éventuellement dire demain, venez à tel endroit. Et si vous ne pouvez pas venir demain, si vous ne pouvez pas dire que c'est demain, il faut dire je reviendrai vous voir et dans 2 nuits, il faudra aller à tel endroit. Et c'est une autre conséquence dont on s'est aperçu ensemble avec Macha en faisant les transcripts des récits, c'est que les gens dans la rue, quand on les interroge, on a toujours l'impression qu'ils ont passé peu de temps dans la rue. C'est-à-dire qu'il y a une dame qui s'appelle Zinaïd, elle n'est pas sur cette photo, c'est une vieille dame et les services sociaux la connaissent bien et ils savent qu'elle a été plusieurs années dans la rue. Et quand elle nous a raconté, quand elle a raconté à Macha son histoire, elle a dit « Oh, j'ai dû être 3 mois dans la rue ». Alors qu'elle a dû être combien de temps, Zinaïd? Oui, peut-être 1 an. On ne sait même pas combien de temps elle a été, mais c'est comme si le code était totalement perdu, donc finalement, ça doit être 1 mois, 2 mois, alors qu'elle a peut-être été plusieurs années. C'est frappant pour plusieurs personnes. Deuxième code, ou deuxième base de notre vie que l'on peut perdre, c'est la relation avec son propre corps. Là aussi, vous vous dites, mais non, c'est exagéré, on ne peut pas perdre la relation avec son propre corps. En fait, si, déjà, c'est quelque chose qui s'acquiert, c'est quelque chose qui s'acquiert dans l'enfance. La maman qui touche le bébé, elle développe un sens qui s'appelle la proprioception. C'est un terme médical qui correspond à tous les capteurs qui nous permettent de sentir notre corps dans l'espace. Donc on acquiert dans l'enfance les limites de notre corps. C'est quelque chose qui s'acquiert. Et comme ça s'acquiert, ça peut se perdre aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit dans la rue, qui n'est plus touché par personne, plus approché, qui n'est plus regardé, va finalement perdre le contact avec son propre corps. Et je vais vous donner tout de suite un exemple très précis pour vous montrer jusqu'à quel point ça peut aller. Aussi un exemple tiré de l'expérience de Xavier Magnoli. Il était à Nanterre, parce qu'il a été très longtemps médecin à Nanterre. Nanterre, c'était le lieu où les gens de la police parisienne, au moment où il y avait un délit de vagabondage, ils récupéraient un peu comme un chalut récupère les vagabonds dans Paris, c'est le mot à l'époque, et il était posé à Nanterre, et Emmanueli était médecin là, donc il les voyait. Et il voit un homme qui avait un pied très abîmé, parce que pour des raisons d'hygiène, de chaussettes, bon, peu importe, et il voit que les soins sont vraiment des soins difficiles, parce qu'il y a beaucoup de pus, c'est très douloureux, donc il va lui dire, mais ça va, enfin c'est pas trop dur, comment ça se passe? Et l'homme lui dit, mais pensez donc docteur, c'est pas ma jambe, c'est une prothèse. Il a quand même eu un instant de doute, il regarde, c'était évidemment pas une prothèse. C'est-à-dire que c'était une vraie jambe, sauf qu'elle était effectivement en lambeaux, en état enfin sans doute gangrénée, et le bonhomme qui lui parlait lui disait, ce n'est pas ma jambe. Donc, alors après finalement, là aussi, ça ouvre un abîme. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il croit vraiment que c'est pas sa jambe? Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il y a un problème de connexion nerveuse? Est-ce que c'est au niveau des connexions nerveuses que ça se situe? Est-ce qu'il a vécu trop longtemps? Il y a un brouillage au niveau des connexions nerveuses. Un court-circuit. Est-ce que le corps n'envoie plus les signaux ou c'est le cerveau qui les reçoit plus? En tout cas, dans la rue, pour les gens qui vivent très longtemps, et on envoie notre médecin, on a 2 médecins au SAMU social qui travaillent à Lubino, ils voient des plaies
enfin je ne vous fais pas plus de détails, mais il vaut des plaies qui sont impensables, c'est-à-dire qu'on n'imagine même pas comment quelqu'un peut marcher avec des plaies comme ça. Il y a un monsieur qui a un cancer de la face, il a le visage à moitié rongé, je suis désolée, c'est un petit peu dur, mais et quand on lui demande est-ce que ça va, il dit non, normal, non, c'est normal. Parce que, alors, là, on entre, ce que j'ai dit, c'est factuel. Maintenant, c'est plus de l'interprétation. Pour quelqu'un comme Xavier Emmanueli, qui a une immense expérience, il dit c'est un réflexe qui est basé sur l'idée que si je ne peux pas faire quelque chose pour ma douleur, un peu comme un soldat qui sur le front qui est blessé, là, je ne peux rien faire pour ma douleur, donc je nie ma douleur, elle n'existe pas. Je ne veux pas l'écouter. Donc c'est même pas je supporte, c'est-à-dire que quelque part il y a un court-circuit qui fait que je mets la douleur de côté. Donc peut-être que c'est ça qui se passe, il y a de fortes chances que ce soit un phénomène de ce type, mais c'est une réalité qu'il faut comprendre parce que du coup, quand on va voir les gens et qu'on leur demande est-ce que vous allez bien, ils vous disent on va bien, ça va. Mais si vous commencez à regarder, à dire montrez-moi vos pieds, parce qu'en général c'est les pieds qui sont les plus abîmés, on va voir des plaies terribles et c'est pour ça qu'il y a régulièrement des amputations parce que les gens tiennent debout, mais quand ils sont au contact d'un soignant, il est déjà trop tard et les gens sont gangrenés. Il y a la question de l'espace qui est donc troisième point. L'espace. Quand on est en formation, on fait une petite mise en scène pour. Mais là, je ne sais pas si on va peut-être pas le faire. Bon, alors du coup, je reste un peu académique. L'espace, là aussi, donc je vous ai dit, il y a des codes, des choses qui s'acquièrent, qui nous servent de socle de vie. Et parmi ces acquis de vie, il y a par exemple la notion de la bonne distance autour de soi et d'un certain nombre de cercles. Si par exemple Isabelle, non, bouge pas, t'inquiète pas. Si j'étais sur un banc et que j'étais assise là et que tout d'un coup Isabelle vienne s'asseoir et se mettre trop près de moi, ça me serait extrêmement désagréable. Je me dis mais qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi est-ce qu'elle est à moi sur ce banc ? Je le ressentirais vraiment comme une agression. Parce qu'en fait, autour de nous, il y a un certain nombre de cercles. Il y a le cercle où on admet le cercle intime, vraiment, le mari et femme, parents, enfants, le cercle vraiment tout proche. Un cercle privé, comme le cercle dans le milieu du travail. Un cercle social quand on se croise dans le métro et puis, ou dans la rue. Et puis un cercle public, là, comme aujourd'hui. Vous êtes proches les uns des autres, mais vous savez que vous êtes tous proches pour écouter ce que je raconte. Donc, c'est pas gênant d'être proche. Tout ça, ce sont des acquis, ce ne sont pas des choses qui sont innées d'ailleurs. Vous voyez, parce que selon les civilisations, la notion de contact, elle va être très... Même en centimètres, elle va changer. Il y a des pays où on va être plus proche, et puis d'autres, on va avoir une distance plus large. Maintenant, quand on est dans un univers qui n'a plus de repères entre le cercle intime, le cercle privé, le cercle public, social, tout ça vole en éclats, évidemment. Il n'y a plus de repères. Donc il y a ce qu'on appelle, là aussi désolé pour le jargon, un effondrement sur les archaïsmes. C'est-à-dire tout ce qui a été construit, qui est venu de l'enfance, de l'éducation, ne sert plus à rien puisqu'on est dans la rue, il n'y a plus de proximité ou plus de cercle. Donc il n'y a plus qu'une seule notion qui reste, qui va être une notion de territoire. Il y aura non plus moi, mon corps, mais plutôt moi et le territoire autour de moi, qui peut être délimité par des cartons. Si vous voyez des gens avec des cartons, avec des sacs, finalement, il y a une unité entre la personne et son territoire. Et ce qui n'est pas mon territoire, ce qui est extérieur à mon territoire. Et là aussi, c'est tellement important pour des intervenants du système social, ou même pour vous, si jamais vous avez envie, vous sentez d'adresser la parole à quelqu'un dans la rue, si vous voyez qu'il y a une sorte de carton ou des aménagements, c'est plutôt à Paris, à Moscou, pas tellement. Il peut vous arriver la mésaventure qui est arrivée à Xavier Emmanueli une fois, qui était à Paris. Donc il engage un contact, une conversation. Il dit, bonjour monsieur, voilà, on est le SAMU social, on vient, on a du café, du thé, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous, on a même un centre si vous voulez sur un contact. Et puis à un moment, il fait un pas, il ne sait pas trop ce qu'il a fait, mais l'homme qui était plutôt agréable avec lui, plutôt décontracté, d'un coup se met en garde et devient très agressif et change complètement d'attitude.
quelques instants. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en relisant la scène, il s'est aperçu qu'il avait marché, peut-être de 2 cm, peu importe, il avait marché sur les cartons de l'homme. Et donc, il avait agressé, puisqu'il n'y avait plus le cercle de ce que je vous ai raconté, il n'y avait plus que mon territoire et l'autre. Donc, il avait empiété sur le territoire, donc il fallait réagir. Alors, là aussi, c'est une conséquence importante pour les intervenants, c'est ne pas prendre en compte cette notion de territoire. Et il y a un dernier code, disons, c'est le code de la relation à autrui. Et là aussi, c'est un code qui se perd moins vite que les autres. C'est-à-dire qu'on sait très bien comment s'adresser avec politesse les uns aux autres, on sait qu'on se dit vous quand on ne se connaît pas, on sait que si on a une demande, on ne va peut-être pas la faire tout de suite, on va changer quelques mots d'abord, enfin, ça dépend des caractères. Mais dans la rue, là aussi, tout ça, ça devient du superflu. Tout ce qui est politesse, délicatesse, raffinement, souci de l'autre, ça devient un handicap, donc on le met de côté. Et là aussi, on se replie sur quelque chose qui est plus agressif, qui permet de garder le territoire d'ailleurs, qui va être de l'ordre de l'injonction, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas à l'autre comme on le ferait entre nous, mais on s'adresse avec rudesse pour faire passer des messages. Alors, quelles conséquences, là encore, sur les intervenants du système social? Pour moi, c'est un des points les plus importants, finalement, parce que c'est celui qui est à notre portée, parce que on n'est pas médecin, on n'est pas... Enfin, je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle, mais une des premières choses qu'on peut rétablir quand on va au contact, imaginons que vous sortiez dans la rue et que vous voyez cette dame près du métro et que vous ayez envie de parler avec elle, une des premières choses que vous pouvez très facilement faire, c'est réinstituer ce code de la relation en lui disant « Здравствуйте », en lui disant « vous ». Si vous lui demandez son prénom, vous allez dire aussi votre prénom, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle vous dise son prénom et pas vous. Enfin, le code de la relation à autrui, de la politesse, c'est quelque chose qu'on peut très facilement restaurer en quelques secondes quand on s'adresse à quelqu'un dans la rue. Et c'est vraiment... on le voit, c'est quelque chose qui immédiatement introduit un niveau de confiance qui est important parce que c'est une rencontre qui doit être apprivoisée aussi, parce que les gens, comme vous l'avez déjà compris, ont été beaucoup agressés, et donc il faut donner des signes de grand respect si on veut établir une relation, un niveau de confiance. Je vais peut-être passer à un autre point qui est important aussi, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas deviner si on ne l'a pas expliqué. C'est un point qui concerne les différentes phases de vie dans la rue. Et c'est une connaissance qui nous vient à l'époque, je ne sais pas si on disait sociologue, à quelqu'un qui s'appelle Alexandre Vexliard, V-E-X-L-I-A-R-D, qui a écrit en 1957, il a fait une thèse. À l'époque, on ne s'embarrassait pas de politiquement correct, donc la thèse, elle s'appelle Le Clochard. Et pour cette thèse, il a fait des centaines d'entretiens. C'est-à-dire qu'il est allé, pas forcément de manière toujours très structurée, mais il a interrogé, il a eu des conversations longues avec plus de 100 personnes qui vivaient dans la rue, des vagabonds, des clochards, des SDF, peu importe le nom. Et il a compilé de manière très scrupuleuse les propos que tous ces gens lui ont tenus. Et il a compris qu'en fait, il y avait des phases de vie dans la rue. Et que ces phases s'enchaînent les unes aux autres. Et la première phase, c'est vraiment dans le temps, là je parle de phase dans le temps. La première phase, il a appelé ça la phase d'agression. C'est-à-dire, c'est vraiment juste après l'événement déclencheur dont je vous parlais au début. Imaginons une dispute en famille, une perte de travail, un événement imprévu qui fait qu'on ne peut pas retourner chez soi le soir parce que vraiment c'est pas possible, ou si c'est un adolescent, on ne peut pas retourner chez les parents. Enfin, il y a eu quelque chose qui s'est passé et vraiment là, il faut réagir, on ne peut pas retourner, donc on va rester une nuit, 2 nuits, 3 nuits dehors. C'est une phase où il y a encore énormément de force vitale et une claire compréhension de ce qui se passe. Et donc c'est une phase où les personnes peuvent être très agressives.
Et alors j'ai une anecdote assez amusante là-dessus, parce que donc j'ai fait la formation, parmi la formation, les éléments de la formation à Paris, on passe une nuit au SAMU social, une maraude de nuit à Paris. Et donc, moi, j'étais pas tellement encore bien au courant de tout. Et donc, je vois un contact, j'étais un peu en arrière. Il y avait une dame infirmière et puis un travailleur social. Ils allaient voir c'était une dame de, je sais pas, une cinquantaine d'années avec une fille grande ado, mettons 18-19 ans, une jeune. Et elles étaient sous le métro à Stalingrad. Et puis, donc, les gens du SAMU social s'approchent. Bonjour, on est le SAMU social, on ne vous dérange pas, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et puis, la dame d'un certain âge, la maman, elle était plutôt comme ça, elle faisait le contact. Et puis, la jeune fille de 18 ans, mais elle était odieuse, elle crie des insultes, mais vous êtes des nuls, j'en ai rien à foutre de vous, dégagez, de toute façon. Et des trucs vraiment très désagréables. Et alors, moi, je me tourne vers la dame du SAMU social, tout de même. Vous voyez comment elle vous parle, et en fait, ça c'est ce que je pensais, je ne l'ai pas dit parce que je suis quand même pas, je restais prudemment sur ma réserve. Et en fait, avant que j'étais en train de penser ça, et la dame me dit, c'est très bien, très agressif, c'est très bien, elle s'insulte, c'est très bien. Parce qu'en fait, elle avait compris, parce qu'elle était professionnelle et moi je n'étais pas tout à fait, elle avait compris que toutes les insultes, toute l'agressivité, c'était le signe, peut-être depuis 24 heures, 48 heures. Et donc ça voulait dire qu'il fallait pas se vexer comme moi j'étais en train de faire, mais qu'il fallait au contraire déployer peut-être plus de temps, passer encore plus de temps avec elle qu'avec Monsieur Jacques qui est là depuis 5 ans, plus de temps pour essayer absolument de les mettre à l'abri. Précisément elles, parce qu'elles étaient les plus odieuses et les plus insultantes. Parce que c'était le signe qu'elles étaient depuis peu. Ça, je reviens à Alexandre Wexliar et aux phases. C'est la première phase, l'agression. Beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie de dire une colère. Ensuite, il y a une deuxième phase, parce que malgré tout, si ça ne s'arrange pas tout de suite, eh bien, il faut continuer à vivre. Donc il faut déployer son énergie autre part, plutôt qu'à ruminer avec agressivité ce qui s'est passé. Donc c'est une phase qu'on appelle la phase de dépression. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'accablement, on se dit mais finalement j'ai beau m'énerver, je sais bien qu'en fait c'est moi qui suis nulle, de toute façon quand j'étais petit mes parents me battaient, ils devaient bien avoir une raison, ou peu importe, c'est un moment d'affaissement où on se dit bon ben finalement j'ai mérité, je sais bien pourquoi je suis dans la rue, c'est parce que je suis nulle et que c'est comme ça que ça doit être et tout le monde a compris et je ne mérite pas de toute façon ce que j'avais, je ne mérite pas. Et c'est un moment clé qui ne va pas durer forcément très longtemps. Et c'est un moment qui a deux caractéristiques. Il va y avoir un recours, un besoin intense de compensateurs, c'est-à-dire de psychotropes, d'alcool, de drogue, de toutes sortes d'éléments qui permettent de compenser cette dépréciation profonde, cette dépression. Et si ce n'est pas le recours à des psychotropes ou le recours à quelque chose qui compense, ça va être par exemple le suicide. Ça va être la phase où les gens se suicident. Il y a Zoya, si vous lisez le récit de Zoya, elle raconte qu'elle était avec deux autres, qu'il y a un type qui s'est levé tout d'un coup, ils étaient en train de parler, il s'est levé, il est allé se pendre. C'est des choses qui arrivent dans cette phase de dépression. Et elle dure peu. Et après, il y a quelque chose d'autre qui se passe pour ceux qui vivent encore, qui ne se laissent pas prendre par cette envie de se supprimer. C'est une phase qui va être beaucoup plus longue et qui est complètement différente. C'est une sorte de retournement, c'est-à-dire finalement je veux vivre, et si je veux vivre, il va falloir que je me raconte que tout va bien et que finalement j'ai choisi cette vie et que finalement je suis très heureux et que je suis peut-être même plus malin que tout le monde et que je suis un clochard si on veut, je suis SDF, mais j'ai compris que personne m'embête, je suis libre, je dors où je veux, j'ai pas de patron, j'ai pas de femme, je suis mon propre chef et c'est très bien comme ça. Et ça, en jargon social, ça s'appelle le retournement narcissique. C'est-à-dire que là aussi, on est toujours dans la survie, c'est-à-dire que c'est un moment de survie qui permet de s'installer dans la durée.
Et c'est une phase qui peut être très longue. Et c'est cette phase qui peut parfois durer plusieurs années. Et c'est cette phase qui est très, très sournoise de mon point de vue, parce qu'elle donne naissance à toute une série de légendes, notamment la légende odieuse, de mon point de vue, du clochard heureux ou du clochard philosophe. C'est Boudu sauvé des eaux, Michel Simon, qui fait des leçons de vie aux bourgeois qui, eux, n'ont rien compris. Donc c'est cette phase, en fait, on est toujours dans la survie. Et elle tient, cette phase, autant que le corps tient. Parce que je vous ai expliqué au début à quel point la vie dans la rue est agressive pour le psychisme et pour le corps. Donc il y a un moment où cette vie déstructurée, avec une nourriture qui n'est pas convenable, qui est beaucoup d'avitaminose, il y a du scorbut dans la rue, il y a des gangrènes. Donc toute cette agression sur le corps, il y a un moment, elle va plus pouvoir être encaissée. Et donc, c'est cette dernière phase où le corps lâche, et c'est une sorte de phase d'abandon. Il y a une femme qui s'appelle Sylvie Kesmanzuka qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Je vous salue ma rue ». Et pour cette phase d'abandon, elle parle d'asphaltisation. Je ne sais pas si ça vous parle, asphaltisation. C'est-à-dire, si vous voyez dans la rue des gens qui ont l'impression qu'ils font un avec le béton, ils sont imprimés dans le bitume, ou dans le mur, ou quelque part. Parfois même, ils sont en position fétale, quelque part. Et ça veut dire que peut-être qu'il y a 1 an, 2 ans, ils étaient le clochard heureux, mais que le corps étant ce qu'il est, cette phase s'est terminée, et donc ils sont privés d'énergie. Ils n'ont même plus parfois l'énergie de se rendre au centre d'hébergement d'urgence. Et donc c'est évidemment une phase qui ne peut pas durer très longtemps. Et de nos contacts avec nos collègues de la mairie de Moscou, c'est ce que nous avait dit une fois Boris Skociar, il nous avait dit finalement les gens à Moscou se tiennent à distance de la patrouille sociale. La patrouille sociale, c'est le dispositif de la mairie qui est l'équivalent du service social. Tant que le corps tient, ils se tiennent à distance. Et on les rencontre, ils se mettent sur le chemin de la patrouille sociale quand le corps est en train de donner les signaux que ça ne va plus. Et donc ça veut dire aussi que pour nous, SAMU social, pour les médecins qui travaillent, pour les psychologues, les gens que l'on voit dans le système du centre d'hébergement d'urgence, il est déjà très très tard. C'est-à-dire qu'on est vraiment avec des gens qui ont vraiment une longue durée derrière eux de vie dans la rue, et c'est pas évident du coup de reconstruire quelque chose, de reconstruire tous les codes dont je parlais, et ça va être très, très complexe. Combien de temps il me reste encore? Je vous dis encore du coup un mot sur 2 choses, peut-être 3. En fait, on peut... je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec la notion de syndrome post-traumatique. C'est ce qui arrive à des victimes de catastrophes naturelles, des victimes de tremblements de terre, des soldats après la guerre, des gens après un accident. En fait, il y a un trauma et finalement un événement violent, marquant, et la vie après doit se reconstruire et se reconstruire de travers à cause du trauma, parce que soit on essaie d'éviter, soit on le revit constamment, enfin peu importe. Et la vie dans la rue, ça s'apparente à une sorte de syndrome post-traumatique, mais où le trauma ne serait pas un grand événement soudain, une fois dans le temps. C'est comme si c'était des écrasements successifs. Xavier Manuelil, encore, il y a une image que je trouve très, très parlante. C'est comme, on a imaginé les sans-abri comme des victimes d'un tremblement de terre, sauf qu'au lieu que ce soit un tremblement de terre d'un coup, net, à un instant donné du temps, c'est comme des écrasements successifs qui donnent le même résultat, c'est-à-dire le crush syndrome, mais dont on ne peut pas identifier un moment précis. Je trouve que c'est assez parlant. Et il y a autre chose avant de finir, c'est qu'il y a... je saisis cette occasion d'avoir un auditoire attentif pour vraiment tordre le cou à un certain nombre de légendes. Par exemple, il y a la légende de l'alcool. Enfin, la légende de l'alcool. Vous vous dites souvent, comme moi, parfois je me dis encore, bah, si je donne 50 roubles ou 100 roubles, qu'est-ce qui va se passer? La personne à qui je donne va aller acheter de la vodka et
quel sens ça a que je donne 100 roubles si ça se termine en bouteille de vodka finalement, il vaut peut-être mieux que je donne rien parce que c'est pas un service que je rends. En fait, en faisant cela, en pensant comme ça, on ignore le caractère indispensable, quasiment indispensable jusque-là, de l'alcool dans la rue pour différentes raisons. Parce que l'alcool, d'abord, c'est un antidouleur, c'est un antalgique. Donc, quand on a perdu contact avec son corps et qu'on ne sait pas où soigner les plaies, qu'on a des plaies gangrénées, c'est un antalgique tout à fait efficace. C'est un désinhibiteur, donc ça permet de surmonter la honte et la dégradation de l'image de soi, parce que j'y viendrai aussi, mais les gens dans la rue ne sont pas fous. Peut-être une prévalence plus grande de pathologies psychiatriques, mais les gens ne sont pas fous. Donc ils savent très bien qui ils sont, qui ils ont été, et ils voient très bien que la personne qu'ils sont à l'instant donné est une sorte de, je ne vais pas dire, c'est un peu brutal comme mot, mais d'ombre ou d'épave même de ce qu'ils ont été. Donc ils ont besoin de l'alcool aussi pour surmonter cette dégradation de l'image de soi. Et l'alcool a aussi encore un autre avantage, entre guillemets, c'est que dans un univers très brutal, très violent de la rue, l'univers brutal de la rue, si vous avez un petit groupe qui se forme, 2-3 personnes qui se réunissent autour d'une bouteille et qui vous disent viens boire un coup avec nous, il est parfaitement rationnel d'aller dans cette direction plutôt que de dire non, permettez, je ne vois pas, j'ai décidé d'arrêter, parce qu'en fait on se coupe d'une sociabilité ponctuelle. Ça veut dire qu'on se met peut-être en danger d'être agressé, ça veut dire qu'on s'isole davantage alors qu'on est déjà extrêmement isolé. Donc l'alcool n'est pas un luxe, et surtout les gens dans la rue, je n'aime pas l'idée de dire qu'ils sont alcooliques. Je pense qu'ils sont plutôt obligés de recourir à l'alcool comme élément de leur stratégie de survie. Encore une autre énorme légende, c'est l'oisiveté par exemple. Et là, c'est des oisifs, ils ont choisi, un peu des gens paresseux qui n'avaient pas envie de se bouger. C'est vraiment quand on voit je pense que quelqu'un qui vit dans la rue déploie 2 fois, 3 fois, 10 fois l'énergie que nous on déploie dans notre vie au quotidien. Je pense que c'est une dépense d'énergie phénoménale, donc tout sauf oisif. En même temps, là aussi, encore une chose, une chose que j'entends, mais je donne quand les gens ils font quelque chose. Si quelqu'un joue d'un instrument, là je vais donner, mais si on ne joue pas, quelqu'un qui juste demande de l'argent, je ne vais pas donner. Là aussi, c'est logique d'une certaine façon, mais c'est un contresens par rapport à la réalité de ce que vit la personne. Et c'est se dire à soi-même, je donne de l'argent, mais seulement à un musicien, c'est comme si on marchandisait encore la relation, alors que là, on n'est plus dans... Il n'y a plus d'échange possible, il n'y a plus qu'une entraide, une aide à quelqu'un en détresse. Donc dire je donne en échange d'une petite prestation, un petit coup de flûte, un petit peu de... Non, enfin c'est dommage quoi. Et pareil, le choix, la légende du choix. J'ai des gens qui me disent oui, en gros c'est bien ce que vous faites, mais en gros bon, après tout c'est leur liberté, ils ont choisi librement. Là aussi, on ne peut pas choisir. Mennevi dit souvent, on ne peut pas choisir l'enfer. Parce que c'est vraiment... c'est tellement déstructurant, c'est tellement brutal, ce style de vie, qu'on ne peut pas le considérer qu'on l'a choisi. Peut-être qu'on l'a choisi, entre guillemets, parce qu'on a voulu fuir quelque chose qui était encore pire. C'est-à-dire un adolescent, heureusement il y en a beaucoup moins dans les rues de Moscou, mais un adolescent qui vit dans la rue à Moscou, peut-être que pour lui c'est encore moins catastrophique d'être dans la rue avec un groupe d'adolescents, plutôt que d'être dans un foyer où sa vie est en danger parce qu'il a des parents violents. Donc, mais en aucun cas, ça ne peut être un choix positif. Ça ne peut être qu'un choix négatif. Je vais peut-être m'arrêter là. Je vous donne juste quelques éléments de bibliographie parce qu'il y a des super livres que vous pouvez lire si vous vous intéressez à ce sujet, si vous avez envie de prolonger un peu la réflexion ou vous documenter. Il y a un roman qui est très beau de Delphine de Vigan, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Nos et moi, qui raconte l'histoire d'une jeune
d'une fille un peu à l'abandon à Paris. C'est un très très beau livre qui montre aussi toute la difficulté d'aider, parce qu'elle rencontre, je ne dis pas tout le livre, mais elle rencontre une jeune fille de son âge, Gare du Nord, qui veut absolument l'aider, qui l'emmène chez elle, etc. Et on voit très bien dans le livre à quel point une aide non professionnelle, c'est quasiment perdu d'avance. D'ailleurs, dans notre charte d'intervention, dans nos règles d'éthique, on signe un engagement comme quoi jamais on emmènera les gens qu'on rencontre chez nous. Même si évidemment, on a une grande empathie, on est touché évidemment par les gens qu'on rencontre, mais ce serait une faute professionnelle d'emmener quelqu'un chez soi. Donc c'est extrêmement difficile, ça demande un grand professionnalisme d'aider quelqu'un dans la rue. Donc Nos et moi de Delphine Vigan. Il y a un livre d'un psychiatre anthropologue qui s'appelle Patrick Declercq. En 2001, il a écrit Les naufragés. Il a vécu lui-même une sorte s'est mis dans cette situation de vivre dans la rue. Il est resté, je ne sais plus combien de... Tiens, tu sais, Jean-Félix, combien de temps ? Je crois 6 mois. 6 mois dans la rue. Et il a vécu, entre guillemets, comme un SDF. Alors, on peut toujours dire, oui, mais il savait qu'il reviendrait. Mais en fait, je pense que ce qu'il a vécu, et d'ailleurs, quand je vois la justesse avec laquelle il parle, maintenant il a écrit beaucoup d'articles sur ce sujet, je pense que cette expérience de 6 mois, lui a fait sentir l'abîme qui peut s'ouvrir sous les pieds de quelqu'un qui est dans la rue. Et puis après, il y a tous les livres de Xavier Emmanueli, Elle s'en fout la mort, Out. Il y en a un qu'il a écrit, j'ai regardé avec une psychiatre qui s'appelle Catherine Malabou, qui s'appelle Urgence sociale, symptômes et thérapeutiques, qui est un très très beau livre, en 2009. Donc voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, et puis en plus, Macha, moi, on est vraiment à votre disposition pour vous en dire encore plus. Là, c'est à peine 1 heure. Isabelle qui a assisté, Hélène qui ont assisté à des formations, en général ça dure 2 heures. Mais voilà, c'est pas non plus le but de la conférence. Et puis j'aimerais qu'on ait aussi un peu de temps pour des questions et puis pour parler de notre projet qui vient de s'achever. Voilà, merci de votre attention. Merci. Premièrement, quelle solution, donc, vous avez un peu dit ce que nous, en tant que professionnels, vous nous déconseillez de faire. Mais qu'est-ce que finalement vous conseilleriez de faire vraiment. Deuxièmement, quelle a été votre motivation à vous pour vous occuper de ça, pour les services sociaux ensuite, pourquoi est-ce que vous déconseillez d'emmener quelqu'un chez soi, enfin, juste voilà, pourquoi. Et est-ce qu'il y a des formations ici à Moscou? D'accord. Alors, ce qu'on peut faire soi-même, j'aurais envie de vous dire, si un jour vous vous sentez dans un bon état d'esprit, vous vous sentez prêt à établir un contact avec quelqu'un que vous voyez, peut-être que vous voyez régulièrement dans votre quartier, vous pouvez tout à fait aller au-devant de quelqu'un et lui dire, par exemple, en fait, il y a 2 choses qu'il ne faut pas faire et d'autres choses qu'il faut faire. Je vous dis tout de suite les choses qu'il ne faut pas faire. Il faut surtout éviter de se lancer dans une grande discussion sur mon pauvre ami, comme c'est triste ce qui vous arrive, qu'est-ce qui vous est arrivé, racontez-moi, ou alors, ça c'est la version vers le passé, version vers le futur, on va vous aider, on va vous sortir de là, on va vous trouver un travail, vous inquiétez pas. Tout ça, c'est contre-productif. Limite, c'est encore un trauma de plus, parce que la personne va être obligée de faire semblant de répondre, et la personne va même vous sortir un récit, qui est un récit qu'on appelle le récit socle, la mythomanie résiduelle, c'est le récit de ce qui m'est arrivé. J'étais un grand héros de la guerre d'Afghanistan, et quand je suis rentrée, ma femme m'a abandonnée, et j'en suis là. Et ça, c'est un récit qui va venir en boucle, où la personne a un grand rôle, mais qui ne présente absolument aucun intérêt d'un point de vue thérapeutique ou d'un point de vue de contact. En fait, il faut resserrer les questions sur des choses très concrètes, sur les besoins de tout de suite. Ici, est-ce que vous avez mangé ce matin? Est-ce que vous savez où dormir ce soir? Est-ce que vous avez froid? Là, par exemple, je vais au Producti. Est-ce que vous voulez que je vous amène quelque chose?
est-ce que vous voulez qu'on appelle la patrouille sociale? Des choses très factuelles qui sont vraiment très ciblées sur la situation à l'instant donné. Et autre chose, une erreur que j'ai vraiment appris par ma propre expérience, quelque chose qu'il ne fallait pas faire. J'étais pleine de bonne volonté. C'était une fois à Paris, une dame qui était en bas de chez nous, qu'on voyait tout le temps, et puis je lui ai apporté un plat. Alors j'étais très fière de moi, genre, parce que je suis gentille, j'apporte un plat et tout. Je l'avais chauffé, j'avais découvert et tout. Et la dame, elle m'a quasiment balayée comme ça, elle est très... ah, c'est du poisson, j'aime pas. Alors évidemment, comme tout à l'heure, j'étais un peu... ouais, bon. Et maintenant, des années plus tard, je me dis, mais bien sûr, en fait, si vous avez... Enfin, je sais pas si je viens... je suis désolée, je te prends toujours pour exemple. Si je viens vers toi et je te dis, prends ça, ça va t'énerver. Enfin, tu vas dire, peut-être que j'en veux pas de son truc. Et en fait, je n'avais pas respecté sa personnalité. Je n'avais pas rétabli une sorte de code de relation. J'aurais dû commencer par dire, ah bonjour, je vous vois souvent, vous avez un endroit dans le quartier. J'aurais dû construire quelque chose. Et lui parler, ah ben justement, là, j'ai fait un plat, est-ce que ça vous dit que je vous en apporte un peu? Et je suis sûre que là, elle aurait accepté. Mais c'est ma démarche qui était descendante. Et si je dis, oui, je sais que vous habitez là, est-ce que je peux monter chez vous? Mais en fait, je pense qu'il ne va pas te dire ça. Ça, c'est une peur que nous, on a. La peur de se faire envahir. Si je commence à aider, je ne vais pas m'en sortir. Non, c'est... Moi, je ne veux pas dire de... Je ne peux pas être sûre à 100%. Mais je dirais quelqu'un qui est vraiment installé dans la rue, il ne va pas vouloir venir chez toi. Parce que même venir chez toi, ce serait déjà quelque chose de déplaisant, un peu presque une agression. Quand on voit à Moscou la difficulté que les collègues de la mairie de Moscou ont pour faire passer les gens de l'hébergement d'urgence au foyer de stabilisation, il y a 50 mètres. Il y a 50 mètres à faire, mais les gens sont tellement abîmés par la rue que le simple fait de passer en foyer de stabilisation, c'est déjà un effort immense. C'est un pas de reconstruction qui est énorme et qui n'est pas possible pour tous. Donc, aller chez toi et dire, moi je m'invite, vous avez qu'à me donner un lit. Franchement, je crois que le risque, il est quasi nul. Ça, c'était la première question. Est-ce que ça répond à peu près? Vous pouvez proposer, typiquement, proposer un thé ou un café. Est-ce que je peux vous apporter un thé ou un café? Et un peu comme on ferait avec un ami. Si on croise un ami, on dit, je te fais un thé ou un café. Et parce qu'on recrée le code immédiatement. Donc ça, c'est très important. On peut s'adresser à quelqu'un, mais voilà, il faut... mais peut-être que, j'espère, mon petit espoir, c'est que ce que je vous ai dit, que vous avez écouté avec beaucoup d'attention, je vous en remercie, que ça vous donne peut-être des idées ou une aptitude peut-être nouvelle à vous approcher. Pour ce qui est de ma motivation, ce qui m'a motivée pour accepter, parce qu'au départ, j'étais très effrayée quand la proposition m'a été faite, je me disais, quand même, c'est trop difficile. Bon. Et c'est la conférence, j'ai suivi moi-même cette conférence auprès de Xavier Emmanueli, organisée par Macha, d'ailleurs, c'était au fond Gorbatchev. Et dans la soirée, après avoir suivi la conférence, tout de suite j'ai rappelé, parce que je me suis rendu compte que c'était pas un univers de charité, c'était un univers de professionnels. Et c'était pas un lieu, évidemment c'est un lieu où on est soucieux de son prochain, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment une expertise, un corpus de connaissances, des ouvertures sur l'anthropologie, la sociologie, l'économie, la médecine, la psychiatrie, la psychologie. Donc c'est vraiment un univers de grands professionnels. Et je me suis dit, finalement, je peux y aller parce que je sais que moi j'ai une partition à jouer qui est la partition direction, donc faire le côté représentation institutionnelle, les comptes, le budget, le fundraising. Et d'autres ont aussi une partition à jouer et c'est un lieu de professionnels. Ensuite, rappelez-moi, il y avait
deux autres questions. Oui, est-ce qu'il y aura des formations Oui, ben, au CMU social, régulièrement en français. Bon, il y a une partie des choses que je dis en formation que vous avez déjà entendues, mais d'expérience, ça ne te fait pas de mal de se remémorer. Et moi-même, je relis régulièrement, j'essaie de relire de nouveaux articles sur le sujet. Et en plus, c'est un univers qui est évolutif, parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la douleur, la perception de la douleur, bon, c'est finalement l'état de notre compréhension aujourd'hui, mais peut-être que dans 1 an, 2 ans, on découvrira des mécanismes de liaison, enfin de lecture par le cerveau des signaux de la douleur qui nous permettront de comprendre mieux ce qui se passe pour les gens dans la rue. Donc oui, il y a des formations, et je vous donnerai la carte en sortant. Et pourquoi vous nous déconseillez d'emmener quelqu'un chez soi? Oui, parce par exemple, que... une femme enceinte qui est debout dans la rue. Alors, votre question donne l'occasion d'aborder deux points que je n'ai pas abordés jusque-là. Donc, il y a eu des études à Paris qui ont été faites en 2011 et avec les psychiatres du CIM social et machin, on a fait aussi, ils ont fait une étude à Moscou sur la prévalence des pathologies psychiatriques dans la rue. Parce qu'il y avait cette intuition, cette hypothèse qui est quand même pas absurde, qui est de dire peut-être qu'on va trouver dans la rue plus de gens qui relèvent de la psychiatrie que dans la population normale. Et en fait, toutes les études qui ont été faites, et notre étude un peu flash de septembre l'an dernier, confirment qu'on voit plus de gens qui ont des pathologies lourdes, des troubles psychotiques graves, des névroses, la schizophrénie, paranoïa. On va en trouver en proportion plus dans la rue. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tout le monde est fou dans la rue. C'est-à-dire que la rue ne rend pas fou des gens qui n'ont pas cette fragilité, fou au sens souffrant de névrose grave, mais pour autant on va quand même trouver plus de gens qui devraient être pris en charge par la psychiatrie qui ne le sont pas. Donc, ne serait-ce que pour cette raison, sachant que, en tout cas moi je ne suis pas psychiatre, je n'ai même pas la formation de base pour détecter les symptômes d'une personnalité avec une psychose, rien que pour cette raison il ne faut pas le faire. Parce que là c'est comme une règle de bon sens. Et en plus, il y a cette difficulté finalement, on introduit une rupture. On peut avoir la meilleure volonté du monde, mais je donnais cette image quand Félix m'a interrogé sur les paliers de décompression pour les plongeurs. Quelqu'un qui est à moins de 100 mètres, on le fait pas, il suffit pas on ne remonte pas à la surface comme ça. Et quelqu'un qui est dans la rue depuis longtemps, il ne suffit pas de lui donner les clés d'un appartement pour que tout aille bien comme par miracle. La solution, elle n'est pas exclusivement matérielle. Et c'est en ça qu'on a une divergence assez forte avec d'autres mouvements qui se sont vraiment axés sur une approche qui s'appelle le Housing First. Je suis désolée, votre question me fait parler beaucoup plus. Mais parce que ça mérite d'en parler. Le Housing First, c'est un mouvement qui consiste à dire on a trouvé la solution, il suffit que tout le monde soit dans un appartement, on va construire des petits logements, on donne la clé et puis c'est bon. Et c'est vraiment là aussi un contresens parce que les gens amènent la rue dans l'appartement. C'est-à-dire que le matériel n'est pas la réponse exclusive aux traumas qui ont amené à la désocialisation. Et alors pour revenir sur les femmes enceintes qu'on voit de temps en temps, il y a aussi une autre réalité de la rue, à Moscou comme dans toutes les grandes villes, c'est l'existence de mafias qui utilisent les gens comme des esclaves et qui investissent dans des gens. Et si vous lisez le témoignage de Yevgeny, qui est ici en photo, il est moldave et il raconte dans son témoignage qu'il s'est aperçu, quand il est arrivé à Saint-Pétersbourg de Moldavie, qu'il avait été acheté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont investi dans un invalide. Parce qu'il n'a pas de jambes, donc il marche sur les genoux et il faisait, entre les voitures, il marchait au moment des feux rouges pour réclamer de l'argent. Et il faisait vivre 2-3 personnes. Donc mais ça c'est de la traite, de l'esclavage en fait. Et là on sort vraiment de notre champ de compétences. Et pour moi,
ça relève plutôt de l'action de la police. Là, en l'occurrence, il a été, comme la mairie de Moscou travaille bien, il a été récupéré par le dispositif de la mairie de Moscou et renvoyé en Moldavie. Mais par exemple, une jeune femme enceinte avec un gros ventre qui est dans les stations de métro, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Macha, mais il y a quand même de fortes chances qu'elle soit plutôt dans un système de traite. C'est-à-dire que, moi je l'ai fait d'ailleurs, j'avais donné la carte du SEM social en appelant, et puis il n'y a pas de suite en fait. Parce qu'on a affaire à des gens qui sont dans un système. Donc techniquement, pour nous, ils ne sont pas sans abri. Vous me suivez ? Ils répondent pas à la première définition qui est soit dormir dans la rue, soit dormir en centre d'hébergement d'urgence. Ils sont dans un autre système. Et de toute façon, dans cet univers-là qu'on a abordé, on oscille entre la sphère de la solidarité et l'ordre public, le rôle de la police. On est toujours quelque part entre les deux. Et là, pour moi, on est plutôt du côté de la police. Bonsoir. L'hiver dernier, j'ai rencontré 2 hommes sur une palier d'escalier. Et je veux savoir à quel numéro, quelle est la démarche à faire. Oui, on a malheureusement, c'est un numéro long qui est impossible à retenir, mais on va vous le donner. Ouais, c'est le numéro de la patrouille russophone, mais malheureusement, il ne se déplace pas toujours. D'accord. Il faut insister. Généralement, c'était je me rappelle, c'est arrivé 2 fois, de minuit à 6h du matin. Vous pouvez appeler la patrouille sociale ou au pire prendre un taxi, enfin commander un taxi. Je peux vous donner l'adresse taxi pour y aller. Mais si on n'est pas accompagné, c'est pas évident. Allez avec. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui sont sorties de la rue par la patrouille sociale et le SEM social, si ce sont les 2 seuls organismes? Je crois que tu vois. На улице, но уточнили. C'est franchement difficile à dire. Et vous faites autant de travail que la patrouille sociale ou... Non, c'est la patrouille sociale qui fait vraiment l'essentiel du travail. Le SAMU social intervient comme un expert. Donc on est 8 personnes en tout, 2 médecins, 2 psychologues, Macha comme coordinatrice, comptable, directrice honoraire. Et on a une convention avec la patrouille sociale. Et la patrouille sociale nous prend comme un expert et nous ouvre les portes de ces bâtiments pour intervenir comme expert. Mais parce qu'eux n'ont pas de médecin, donc nos médecins sont les personnels soignants de la mairie. Mais tout ce qui est camionnettes, les camionnettes que vous voyez peut-être en ville, la camionnette blanche avec un rond marqué essentiel mais patrouille, c'est la mairie. Il y a 200 personnes, 30 camionnettes, 5 gros bus et 7 gros centres tout autour de Moscou. Avec 2 médecins seulement. Et oui, avec... ouais. Non, c'est clair que c'est pas assez. Да? Если говорить даже о героях книги, то довольно сложно идентифицировать, насколько этот человек действительно ушел с улицы и насколько он стабилен. Si on prend par exemple les héros du livre, c'est finalement pas évident de savoir dans quelle mesure il est sorti de la rue ou il est encore. У нас в книгу вошло 12 интервью, а всего мы встретились с 15 людьми. En tout, il y a 12 interviews et on a rencontré 15 personnes. И из них 2 иностранцы, которым мэрия Москвы купила билеты, чтобы они вернулись. 2 étrangers pour lesquels la mairie de Moscou a payé le billet pour les renvoyer à la en Ukraine en Moldavie. 2 женщины получили направление в дом престарелых и живут в доме. 2 personnes ont été plutôt orientées vers des maisons de personnes âgées. Одна девушка встретила молодого человека и живет теперь с ним. Il y a une jeune femme qui a rencontré un jeune homme et qui vit avec lui. И еще несколько людей, которые тоже ждут мест в домах престарелых или в каких-то таких центрах. Et quelques personnes encore qui attendent le moment d'aller dans une maison pour retraités. И есть люди, которые периодически выпадают из центра, опять возвращаются на улицу, опять возвращаются в центр. Il y a des gens qui régulièrement vont au centre, stabilisation, rechute dans la rue et comme un cycle.
Donc c'est pas évident de répondre à ta question. J'ai une question pratique, mais peut-être que vous y avez répondu dans votre exposé, vous n'avez pas échappé, vous êtes arrivé à la bourre. Si on constate dans la rue que la personne a visiblement besoin d'un soin urgent, Oui. Il faut appeler il faut appeler 112, 113. Stodrena, c'est pour le pauvre. 103. Il faut appeler, si vraiment la personne est inconsciente, ou là il faut appeler la loi fédérale de Russie prévoit que la prise en charge en cas d'urgence vitale, elle est inconditionnelle. D'accord. Et si visiblement c'est pas une plaie infectée ou une fracture parce qu'on a été témoin d'une chute, donc c'est moins urgent ici, on va dire. Là, il faut essayer de convaincre, il faut insister au téléphone pour dire, il faut quitte à dire, il a perdu connaissance, il faut absolument venir, il ne réagit pas. Parce que bon, il y a, évidemment, comme toujours, il y a une frontière, enfin, c'est très poreux. Et ça peut arriver qu'il y ait un refus de prise en charge par l'hôpital. Et c'est ça qui est malheureux parce qu'il y a des gens qui ont des diabètes non soignés, des infections pulmonaires non soignées, hépatite C, sida, tuberculose, je ne parle même pas. Enfin, donc, les gens sont quand même porteurs de pathologies lourdes, mais ils ne sont pas sur le point de mourir tout de suite. Donc parfois les services d'urgence refusent. Il y a des questions? On vous raconte la façon dont on a fait le livre? Encore? Oui, très bien. Allez-y. Координатор Москва, как уже сказала Анна. И поскольку я недостаточно хорошо говорю по-французски, Оливье любезно согласился сегодня переводить мне. Donc bonsoir, moi je m'appelle Olivier Marchesi et Masha Selouchkina, avec qui on a travaillé sur le livre, qui est coordinateur général au SAMU social, va vous faire la présentation du livre, de comment on a travaillé, on va faire ça ensemble. Et comme malheureusement elle ne parle pas, elle comprend bien le français, mais elle ne le parle pas suffisamment bien pour pouvoir faire la conférence en français, du coup, même si moi je parle pas très bien russe, je vais faire la traduction. И я хотела сказать, что это, конечно, наша совместная работа, и Ан, и моя, и Оливье. И я в данном случае беседовала с героями этой книги, и Оливье снимал фото, делал портреты этих людей, и вместе у нас получился такой текст и фото-портрет человека. Donc nous avions l'idée de faire avec Anne, Masha et moi-même, l'idée de faire un livre avec des personnes qui ont fréquenté la rue pour qu'elles puissent expliquer leur vécu, leur ressenti dans la rue. И изначально, когда мы начинали этот проект, мы еще сами не очень понимали, что это получится и каким образом мы будем беседовать с людьми, как мы потом презентуем эти портреты, которые у нас получатся, что это будет за материал. И для нас это тоже был такой эксперимент. Donc au départ, quand on a commencé le projet, on ne savait pas trop dans quelle direction aller. L'idée était séduisante de se dire qu'on allait faire des récits de vie à la première personne de personnes qui ont fréquenté la rue. Par contre, on ne savait pas du tout par quel bout le prendre et aussi ensuite comment est-ce qu'on allait le présenter. И где-то 1,5 года назад, почти 2 года назад началась наша работа. Мы, как SAMU social, помимо других наших проектов, занимаемся такой творческой деятельностью в отделении, в мужском и в женском отделении Центра социальной адаптации. И вот после одного из таких мастер-классов мы предложили участникам рассказать о своей жизни для того, чтобы впоследствии эта история вошла в книгу. И, конечно же, никто не хотел, была такая тишина, и вдруг один человек, вот Сергей, который, здесь портрет его в уголке, это был первый наш герой, который сказал: да, я хочу рассказать о себе. Donc au début, on avait suivi plusieurs pistes, on avait essayé au moment de la soupe populaire d'essayer de faire des portraits, mais c'était vraiment pas le moment dans le coin.
le rapport entre personnes était trop difficile à ce moment-là. Et ensuite, on s'est dit qu'on allait peut-être profiter d'un atelier du SAMU social dans un centre d'adaptation. C'était un atelier de création artistique, si je me rappelle bien. On s'est dit que c'était peut-être un endroit où on pouvait toucher des personnes qui seraient intéressées pour participer à notre projet. Et donc on présente le projet, on explique que l'on aimerait faire ce livre. Et grand silence. Personne ne souhaite participer, sauf Sergueï, donc la personne qui a été photographiée ici, qui lève la main et qui dit « moi j'ai des choses à dire ». Et donc on commence notre projet sur cette interview avec Serguей. И Сергея мы на самом деле сразу были удивлены тому, как он пошел на контакт и как он начал открыто и смело рассказывать свою историю. И, в общем-то, и сама история его жизни, она в некотором смысле поразительна. И это было для нас таким большим удивлением. Et donc on a été assez étonnés en fait de la manière dont s'est passé ce premier entretien, parce que l'entretien s'est passé de manière très ouverte, de manière très amicale, avec un échange extrêmement riche et qui donnait tout de suite une très belle matière pour commencer. И дальше мы стали искать других героев, мы тоже находили в центре, мы спрашивали у людей, которые там проживают, не хотят ли они рассказать нам историю. Мы советовались с сотрудниками этого центра, они нас направляли к кому-то и говорили, вот, наверное, тот человек, который сможет вам что-то рассказать интересное. И каждый раз мы удивлялись тому, насколько люди нам открыты, насколько они готовы рассказывать о себе, насколько они не скрывают какие-то, может быть, даже страшные подробности из своей жизни. Это было для нас таким сюрпризом. Et donc ensuite, nous avons continué toujours dans le même centre d'adaptation. Dans les couloirs, on demandait aux personnes si les personnes étaient intéressées pour raconter leur vie. Les conseillers travailleurs sociaux du centre aussi nous ont orientés vers certaines personnes. Et à chaque fois, c'était une surprise de voir à quel point les personnes étaient à la fois ouvertes et à la fois aussi soucieuses de raconter ce qui leur était arrivé et de s'ouvrir vraiment en pleine. Таким образом получилась эта книга, которая, в общем-то, сначала, для меня это стало таким тоже удивлением, потому что я думала, что, может быть, это будет какой-то формат статей или какой-то такой более журнальный формат. То есть мы не ожидали, что это получится именно книга с такими полноценными историями, с такими действительно выразительными портретами, и получится такой контакт между мной, Оливье и человеком, с которым мы разговаривали. Quand on a commencé le projet aussi, donc on ne savait pas qu'on aboutirait à un livre. L'idée était peut-être de faire des articles avec des portraits. On ne pensait pas qu'on récupérait un matériau aussi riche en termes d'entretien. Et donc, dans le processus, il s'est vraiment créé une relation particulière entre la personne interviewée, Macha, et moi qui faisais les photos. D'ailleurs, je vais continuer là-dessus sur les photos. Au début, je me suis posé plusieurs questions sur la manière d'aborder le sujet. J'avais deux options. J'avais une première option qui était de se concentrer sur les visages des personnes pendant les entretiens pour recueillir les émotions que vivaient les personnes pendant qu'elles racontaient leur récit de vie. Et puis j'avais une deuxième option qui était de faire des portraits un peu plus généraux, en fait, plus centrés sur la personne et moins sur la situation de l'entretien, avec un contact plus direct entre le photographe et la personne photographiée. Et en fait, il s'avérait que les deux pistes étaient bonnes et que les deux pistes même se sont consolidées l'une l'autre. C'est-à-dire qu'on a procédé de la manière suivante. Pendant que Macha faisait l'entretien avec les personnes, je commençais ce premier travail photographique qui était de photographier les personnes en gros plan, serré sur le visage, sur les émotions. Et ce travail-là, en fait, permettait d'instaurer une relation, c'est-à-dire que l'interview, en fait, tout le monde était co-acteur de l'interview. De ce fait, se faire photographier, c'est pas facile, en fait. Parce qu'on sait qu'une photo, c'est là pour toujours. Et du coup, souvent, quand
dans le style du portrait, on a du mal à se livrer parce qu'on a cette connaissance du fait que la photo c'est pour toujours. Et de ce fait, cette première partie du travail photographique a permis aux personnes de s'habituer à la présence du photographe, de s'habituer à la présence de l'appareil photo, et a permis de nouer un lien qui donc se faisait. Il y avait comme une sorte de triangle dans la pièce entre la personne interviewée, Macha et moi, ce qui permettait ensuite, pour faire le deuxième portrait, donc le portrait plus général, les portraits que vous voyez défiler là derrière, la personne, après l'interview, était complètement ouverte. Elle s'était livrée et elle était très profondément en elle-même, et c'est ce qui a permis de recevoir des portraits aussi riches, en fait, avec autant d'intensité émotionnelle. Et donc ensuite, finalement, dans le livre, on a choisi de garder les deux types de portraits, parce que d'une certaine manière, c'était aussi le moyen de montrer l'ensemble du travail qui avait été fait et de montrer aussi le processus de l'interview. Мне не нужно переводить по-русски. Ну и в заключение я хотела несколько слов тоже сказать о самих историях этих людей, потому что когда мы начали этот проект, я уже какое-то время работала, несколько лет в Сами Социале, и я думала, что у меня есть представление о том, что такое бездомность. И когда мы стали общаться с этими людьми, каждая эта история была для меня огромным открытием, и некоторые истории стали для меня просто шоком. И я поняла, что я не только о бездомности, но я о жизни много чего не знала раньше. И я надеюсь, что вы найдете время, и вас заинтересует эта книга, и вы ее прочитаете, и, может быть, тоже найдете что-то для себя новое обо всем. Et quand j'ai commencé à travailler au SAMU social, je pensais savoir beaucoup de choses sur les sans-abri. Et ce projet m'a fait je me suis rendu compte au cours de ce projet qu'en fait je savais assez peu de choses. Beaucoup de choses m'ont étonné dans ces récits, et également sur la vie en général, parce que j'ai appris de leçons de vie au moment de ces entretiens. Et donc on espère que